Push-Start. C'est donc l'épisode numéro 7. 7 de Push-Start. Oui, il faut en faire. Ouais. Il n'est pas anodin de voir le mot manufacture dans Grasshopper Manufacture. Grasshopper Manufacture, comme vous le savez, c'est la boîte de Goichi Suda, un artisan et pour ne pas dire un artiste du jeu vidéo moderne qui est capable d'une certaine fonction de mise en distance par rapport au médium et de réflexion qui s'accompagne finalement assez bien de son message libertaire et anarchiste. Goichi Suda, c'est l'homme qui a fait Killer 7, pas mal des jeux Fire Pro, la meilleure série de catch au monde, Michigan, un jeu très intéressant sur le rapport de l'observation et du journalisme à sensation dans un monde où il y a des ströms. Le fait est que dans ce jeu, on joue le rôle de Travis Touchdown, un otaku, qui gagne un sabre laser sur internet aux enchères, qui a une chatte, qui a un intérieur particulièrement ridicule, mais particulièrement geeky, qui ressemble finalement assez bien à celui d'un vrai otaku. C'est aussi un fan de catch, et cela a son importance, car le héros est bien entendu un reflet du créateur de l'œuvre et donc doit aimer le catch, somme toute. Nous voyons ici des loadings particulièrement précieux et très classe. No More Heroes, comme tout le monde l'aura remarqué, c'est une référence aussi aux Stranglers. Et pour rentrer petit à petit dans le vrai sucre du test, qu'est-ce que c'est? No More Heroes, c'est la ville de Santa Destroy, un monde petit et relativement laid qui ressemble à un jeu Dreamcast, mais qui est parfaitement ouvert, qui ressemble finalement assez bien à ce qu'on avait dans GTA 3. Et finalement, c'est un jeu où petit à petit on enchaîne assassinats et missions d'intérêt plus ou moins public pour gagner de l'argent afin de se permettre la possibilité d'ouvrir des missions d'assassinat plus particulières qui permettent de gagner un ranking dans l'Union des Assassins qui est dirigée par une certaine Sylvia Kristel. J'y vois là évidemment une référence aux films de cul des années 70-80 que sont Emmanuel, qui comme ça on se souviendra ont eu le succès que l'on connaît et même pour la suite de la musique de Gainsbourg, ce qui n'est pas rien non plus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une simple repompe au second degré de Shenmue, bien qu'il y ait effectivement cet aspect-là. Le chat est le même chat que le chat de Ryo Hazuki, on fait des petits jeux stupides comme le héros de Shenmue, mais ici c'est assez intéressant et c'est assez amusant. Vous avez bien vu qu'évidemment, tout ceci mène uniquement à un mode de jeu incroyable de beat'em up qui est basé sur les fonctions de la Wiimote. On a deux types de gardes, une garde haute et une garde basse. Il faut alterner pendant les combats pendant qu'on y joue. On a le lock-on à la Zelda. On tape en appuyant sur A, rien d'incroyable, on a des finishing moves. Mais le tout fonctionne incroyablement bien et est vraiment un jeu fait pour la Wii. Un jeu que l'on voit difficilement adapté sur un autre format car c'est impossible, tout le temps il repose sur des effets de mouvement. On peut parer des balles avec son beam katana, ce fameux sabre laser que l'on utilise, et de l'un dans l'autre, le système fonctionne extraordinairement bien. Certes, on peut reprocher pas mal de choses à ce jeu. On peut reprocher à ce jeu d'être un vrai jeu autoréférentiel, on peut lui reprocher d'être assez moche, on peut lui reprocher finalement de n'être qu'un beat'em up, mais on peut pas lui reprocher d'être le beat'em up le plus ambitieux de ces 5 dernières années avec God Hand de Clover Studios. On ne peut pas lui reprocher non plus d'être une réflexion postmoderne sur la valeur de la vie dans une société qui évolue, là où Killer 7 était une réflexion sur la personnalité dans un monde qui change. On ne peut pas lui reprocher tout ça. On ne peut absolument pas lui reprocher tout ça. On ne peut pas lui reprocher finalement, et je le dis pour la 40e fois, d'être un très grand jeu et probablement l'un des meilleurs titres sortis sur Wii jusqu'ici. Je vous le conseille très chaudement. On ne peut peut-être par contre être triste de vivre en Europe où le jeu est censuré contrairement à l'Amérique, mais c'est la version japonaise que l'on voit, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Bref, allez vous chercher No More Heroes, vous serez surpris, ce qui est rare. Non, coupe, non, Ça va? L'idée était louable, créer un jeu de type sandbox avec des éléments qui ressemblent à Prince of Persia, des éléments qui ressemblent à Thief, des éléments qui ressemblent à Zelda. Mais finalement, le résultat est un gigantesque cake mal cuit, relativement ennuyeux. C'est probablement le jeu le plus ennuyeux auquel j'ai joué sur la nouvelle génération de consoles, comme on dit nouvelle, c'est-à-dire PlayStation 3, 360, tout le tintouin. J'ai d'abord joué chez un pote, que je salue au passage, et je me suis dit, ce titre est incroyablement chiant et vide, je suis certain qu'il y a quelque chose à y faire. Je suis rentré chez moi,
quelques mois plus tard, je me suis payé le jeu, et en fait, non, il n'y avait rien à y faire. Assassin's Creed se présente comme les chroniques d'Altaïr, un assassin plongé dans les terres saintes et les croisades, devant éliminer 9 notables locaux, de manière à pouvoir influencer la politique du lieu. Les chargements sont pas mal foutus, on peut se casser la gueule à la caméra qui semble tout le temps s'enfuir, ce n'est pas si grave, les armes sont chouettes, le niveau graphique, la réalisation graphique du jeu est magnifique, il n'y a absolument rien à en dire, mais seulement le jeu est d'un ennui tangent. On est censé être un assassin, donc on est censé se la jouer discrète, ok? Un peu à la Sam Fisher au Moyen-Âge. Et ben pourtant, ce n'est pas du tout nécessaire, on peut faire tout ça comme un gros bourrin, et quand on sait ce qu'on doit faire pour tuer une personne, ce n'est pas gigantesquement dur, mais c'est très répétitif. Il faut, 1. Rentrer dans la ville. Toujours de la même manière, en se camouflant parmi des prieurs, enfin des savants, enfin des religieux d'une manière ou d'une autre, des catholiques en tout cas. On rentre dans une ville, ensuite on se renseigne, c'est-à-dire qu'on casse la gueule à des gens avec des barbes et des turbans pour avoir des informations. Ensuite on fait des missions de pickpocket donc contre des gens qui ont des barbes et des turbans pour choper des informations. Et éventuellement on écoute les conversations privées de gens avec des barbes et des turbans, de manière à obtenir des informations. Là, par exemple, vous voyez ce garde-là, il me regarde à la gauche, mais il va pas aller me casser la gueule, il en a absolument rien à taper. Absolument rien à taper, c'est pourtant son boulot et il en a rien à taper. Si le level design de ce jeu est extraordinaire avec des magnifiques décors, le game design de ce jeu est pauvre, mauvais, médiocre, nul, à croire qu'ils ont essayé de vouloir peupler un gigantesque monde avec des objectifs stupides comme sauver la population, obtenir telle ou telle information, qui, à la fin, si on a 15 missions par niveau, seules 4 sont utiles. Ça donne une bonne idée. Le jeu est pourtant court, et on a pourtant l'impression qu'on a passé des siècles à y jouer. Même le système de combat, qui est pourtant relativement innovant, n'est pas extraordinaire. Il est en effet lent et pâteau, et on attend toujours que le type qu'on a en face de soi se ramène pour, d'une manière ou d'une autre, lui casser la gueule. Alors ici, on va mettre la main aux fesses d'un barbu. Voilà, c'était comme d'habitude, toujours très drôle. Et le type s'en fout, hein, il vient de se faire piquer un machin d'importance vitale. Et pourtant, il ne va pas aller penser que le type qui a l'air d'être sapé en janissaire, tueur de gens, qui est de l'autre côté, l'a fait. Seul bon point du titre, le système de free running, que je n'ai décidé de ne pas vous montrer parce que c'est ce qu'il y a de mieux dans le jeu, est extraordinairement bien. Mais le jeu, en lui-même, est mauvais. Bonsoir et bienvenue dans mon test de Sega Bass Fishing. Je m'appelle Henri, je suis un pêcheur et j'habite à Molenbeek. C'est triste, parce qu'il y a très peu de temps à Molenbeek, surtout avec du poisseux. Alors, c'est un jeu de Sega, Sims et Cavia, sorti en 2008 sur base d'un titre Dreamcast, je ne sais pas ce que c'est, sorti en 2001. On a plusieurs types d'appâts, mais on ne peut pas, absolument pas, pêcher à la dynamite. C'est un terrible manque dans un jeu qui est pourtant très joli. Quand on y pense, les technologies du multimédia ont fait beaucoup d'avancées assez terribles et spectaculaires ces 20 dernières années. Regardez-moi comme c'est beau. Alors ça c'est un vrai morceau de tuyau qui a été capturé dans un étang que je connais très bien, qui est un étang que je ne peux pas vous donner parce qu'il faut garder ces coins à poissons secrets pour soi-même. Alors, c'est un simulateur de canne à pêche. On utilise une canne à pêche en plastique. Je l'ai essayé avec la Wii. C'est pas très bien. Elle a cassé en 10 minutes parce qu'elle est en plastique. En plus, on peut pas vraiment mettre des fils avec un bon tonnage dessus. Je veux dire avec un bon cramage dessus. Car ça pose problème. Parce qu'il n'y a pas vraiment un moulinet fonctionnel dessus. Comme vous voyez, vous pouvez attraper de très grosses truites. De très grosses truites. Alors, c'est un jeu où les poissons sont très bien simulés. C'est comme ça qu'un poisson agit dans la vraie vie. C'est vraiment incroyablement beau. Et je trouve que les réactions faciales du pêcheur sont très réalistes aussi. Je trouve que les appâts qu'on peut débloquer
en fur et à mesure, tous ceux sont très bien faits. La manière dont on coule sur la surface du delta, c'est un peu comme dans un RS. On aimerait que ça aille si vite dans la frésie, voyez-vous. Alors, toujours est-il que parfois on peut bouger son appât avec la Wiimote, c'est une très bonne idée. Par contre, on dirait plus un jeu, un simulateur de j'attrape du poisson qu'un simulateur de je pèse. Où est passé les réflexions contemplatives de la nature autour de soi. Comme je disais, hein, les poissons sont très bien simulés, c'est comme ça qu'un poisson fonctionne. Et donc, où sont les moments de réflexion contemplative où on se demande quelle est sa place dans l'ordre des choses face à une nature donnée par Dieu qui est tellement magnifique. C'est donc, je dirais, un très bon titre, surtout pour les 40 € qui sont demandés. Et on peut même aller dans un beau petit château. C'est très beau. C'est très beau. Un combat. Push down. Jeu de foot. Jet Set Radio Future est un titre édité par Sega et développé par Smilebit en 2002 comme une exclusivité sur la Xbox première du nom. C'est la suite d'un extraordinaire jeu Dreamcast qui est connu pour être le premier, ou un des premiers, pour ne pas dire le premier, c'est-à-dire le premier, hein, à utiliser le cel shading comme mode de représentation graphique. Alors, on va faire très simple, il y a des excellentes musiques de Hideki Naganuma et de Richard Jacques, deux grands noms de la musique des jeux vidéo. Et c'est un jeu qui a été vu, et tout le monde s'en tape totalement, mais je l'ai marqué sur ma fiche, dans un des derniers clips de No Doubt, c'est-à-dire l'époque où Gwen Stefani faisait de la musique, et pas de la musique, bien entendu. Dans ce jeu, l'on suit les indications de ce charmant DJ, particulièrement, je sais pas moi, DJ-esque, pour se battre contre une méchante vision de la culture promulguée par le groupe Rokaku et Rokaku Goji qui veulent se payer la mairie de Neo Tokyo, enfin de Tokyo. Je suis en train de me confondre avec Akira, ça a mal moi. En tout cas, le fait est que l'on défend la culture hip-hop incroyablement colorée, chamarrée et bigarrée du Japon, qui est quand même en totale opposition avec celle particulièrement plouc et vulgaire que l'on a par chez nous. Désolé les amis, c'est bien vrai. Toujours est-il que dans ce jeu, l'on prend un grave plaisir à kiffer sa race, à défoncer Shibuya à du 80 millions de kilomètres à l'heure en roller, à défoncer des trucs, à faire des jolis petits tags. Pour les gros tags, on doit bouger le stick. Pour les grands tags, on doit bouger le stick, c'est ça que j'ai dit, hein, j'ai pas dit l'inverse. Pour les petits tags, il suffit d'appuyer sur la gâchette droite, on peut faire des tricks de manière particulièrement simpliste. Le jeu est très simple et construit un peu comme un jeu d'arcade. Et reste assez simple, et je me suis rendu compte en préparant cette vidéo que à l'époque j'avais joué plus de 47 heures à ce titre, ce qui fait que j'avais vraiment rien à foutre à l'époque, ou alors j'étais franchement défoncé, l'un ou l'autre. Pas la mescaline, hein, quand même un peu, faut pas déconner non plus. Néanmoins, il en reste que c'est un des très grands titres et probablement l'un des rares jeux non américains intéressants sur Xbox. Je vous le conseille tout aussi chaudement que l'intégralité des jeux que je conseille chaudement, c'est-à-dire à peu près à 80-90 degrés centigrades. Oh, deux ennemis. Voilà. Parmi les jeux popularisés par la PlayStation, il y a Nightmare Creatures, un jeu de Callisto Entertainment, une boîte française. C'est un titre produit par Nicolas Gaume et sorti en 1997. On remarquera qu'il est publié par plusieurs boîtes, Sony Computer Entertainment Europe s'en occupant logiquement en Europe, et Activision en Amérique. C'est un jeu qui a eu un grand succès à l'époque de sa sortie, suffisamment que pour justifier une suite, malheureusement. Sur Dreamcast, PlayStation 1 et Tagadatsu Soin, le fait est que ce titre reste probablement comme l'exemple de jeu le plus abouti, sans être extraordinaire, de Callisto Entertainment, une boîte qui est morte de pauvreté, hein, logiquement, mais aussi par la qualité relativement abysmale et répétitive de ses productions. Je suis désolé de le dire, ce n'est pas nécessairement le meilleur exemple de jeu vidéo français jamais sorti de France, mais néanmoins, il nous reste Nightmare Creatures, un sympathique beat'em up à l'ambiance gothico-victorienne, prout-prout Lovecraftienne FS, qui reste bien fun.
Il est presque totalement injouable de nos jours car c'est un jeu de PlayStation 1 qui n'utilise même pas 2 sticks analogiques, mais il en reste que comme petite pièce historique, il est très intéressant. On y s'y bat contre un méchant médecin qui veut faire d'une race de super zombies et de monstres pas cool avec des pouvoirs d'invocation satanique, et il y arrive logiquement. On lui casse la gueule à lui et à ses méchants tout en évitant divers bugs d'autolock-on et des systèmes de caméra capricieuses et un framerate solide qui est dû au fait que la draw distance, la distance de dessin du jeu, est nulle à chier. Néanmoins, c'est un titre qui reste historiquement intéressant, qui est en fait encore assez jouable pour peu que l'on soit prêt à s'y plier, et qui reste l'exemple de l'avènement de nouvelles compagnies grâce au pognon de Sony Computer Entertainment, et donc le travail réalisé par Phil Harrison, qui à l'époque a quitté Mindscape pour aller bosser chez Sony. Alors quand on se souvient que Mindscape était assez proche de Callisto, ça fait une petite réflexion historique en plus sur l'histoire des jeux vidéo. Un jeu que vous pouvez toujours essayer, il est sorti sur PC et qui n'est pas cher du tout, même s'il n'est pas extraordinaire. Il est bien, c'est un jeu moyen. C'est un plaisir personnel pour moi de vous parler de Splatterhouse, ce jeu où Rick Taylor doit sauver sa petite amie Jennifer des mains du méchant professeur West qui l'a enfermée dans la Splatterhouse. Ceux qui auront vu le film Reanimator ou lu la nouvelle Reanimator de Lovecraft se rendront compte que les thèmes sont très proches. Effectivement, c'est plus ou moins une des marques du même jeu. Splatterhouse est un titre sorti en 1988 en arcade, qui est l'œuvre de Tsukara. C'est un titre Namco. Ici nous voyons la version TurboGrafx 16 et non pas une CPC Engine. Je peux vous faire la différence tout simplement parce que le fait est que le masque horrible que le héros porte est rouge au lieu d'être blanc. Voilà. Alors, pour en parler tout simplement, c'est un beat'em up 2D sur un seul plan, à la difficulté relativement grande, au saut qui ne pardonne pas. Ce n'est pas un chef-d'œuvre de gameplay, par contre, effectivement, l'ambiance fait vraiment peur, surtout pour un jeu de l'époque. C'est un des premiers jeux sur console à être ouvertement d'horreur. À ce niveau de détail, on se souviendra qu'il y a eu quelques exemples sur NES, quelques exemples en arcade comme Chiller, un jeu qui est vraiment dégueulasse. Je vous conseille de l'essayer une fois. Et si je dois donner un avis personnel, évidemment, j'ai été profondément touché par ce jeu, car le premier Player One que j'ai jamais acheté, croyez-le ou non, avait une pub pour Splatterhouse 3 et expliquait l'histoire de la série. Et j'ai été fasciné par ce personnage masqué, ce qui fait que maintenant je suis affublé d'un pseudonyme particulièrement ridicule. Néanmoins, le jeu en tant que tel survit plutôt bien et reste une curiosité historique particulièrement intéressante quant à l'apparition d'un type de gameplay purement gore. Et si j'étais particulièrement falot, je dirais que c'est déjà un jeu de survival horror, vu qu'on a déjà beaucoup de mal à y survivre à quoi que ce soit. En cassant la gueule à des fœtus déformés, mais on y a du mal. Dans Push-Start, notre grande ambition, c'est évidemment de vous faire dépasser votre simple stade de geek lambda pour vous donner des super geeks, ou comme j'appelle le dire, des super Push-Start geek++. Nous allons donc vous présenter maintenant notre magnifique test des relations entre hommes et femmes dans Push-Start. Nous allons faire très simple. Si votre relation avec les femmes est comme dans Tomb Raider 2, c'est-à-dire que la maniabilité est à chier, les graphismes sont moches, finalement le jeu ne se vend que sur sex appeal, vous pouvez bien entendu le jeter à la poubelle. Si votre relation avec le sexe féminin ou le sexe masculin, si vous êtes un geek Push-Start++ gay, évidemment, si c'est comme dans Silent Hill 2, c'est-à-dire que c'est très beau, que c'est en fait une métaphore pour le cancer, vous pouvez l'acheter aussi. Ce n'est pas un problème. Mais si votre relation est comme dans Phoenix Wright, pleine de magnifiques dialogues et de retournements de situation incessants, vous pouvez garder. Si vous n'avez pas d'objection, je vais vous parler un petit peu de la première trilogie des jeux Ace Attorney qui mettent en scène Phoenix Wright. D'habitude, je vous ferai un petit historique de la chose, donc je vais simplement vous dire qu'en 2001, le premier jeu sort au Japon sur Game Boy Advance et qu'il aura fallu attendre 5 à 6 ans pour qu'il arrive par chez nous. Je vais ensuite vous dire
à quel point j'aime cette série. Il est très rafraîchissant de voir adapté par chez nous un manga interactif, car ce n'est pas beaucoup plus qu'un manga interactif avec des éléments de point and click et beaucoup plus d'éléments nécessitant de la mémoire que la plupart des jeux de memory training de Nintendo réunis. En effet, dans ce jeu, vous devez trouver des preuves, vous devez les utiliser en cours pour disculper vos improbables clients. D'une manière ou d'une autre, c'est un titre qui, selon toutes les logiques de la loi de la logique, n'aurait jamais dû arriver par chez nous. En effet, qui aurait pensé qu'un jour Capcom mettrait du pognon dans une traduction d'un jeu tellement japonais et se fatiguerait en plus à le traduire en anglais ainsi qu'en français pour la plupart des opus. Je ferai par contre remarquer que le 4e opus va sortir bientôt et que le 3e n'est toujours pas sorti. Merci Capcom. En tout cas pas en Belgique. D'une manière ou d'une autre, je dois vous dire que la traduction d'Alexander Smith est excellente. Je vais aussi vous faire remarquer que c'est un jeu qui est produit par Atsuhi Inaba et Shinji Mikami, donc je n'ai pas besoin de présenter plus que ça, sur des scénarios souvent excellents de Shu Takumi. D'une manière ou d'une autre, c'est des titres où on s'attend à avoir 5 à 6 heures d'histoire. Objection! D'histoire, sans objection, merci. Où il se passe des trucs, les personnages évoluent, et c'est vraiment comme un soap opéra. On prend un grand plaisir à voir ces personnages évoluer. Et d'une manière ou d'une autre, c'est particulièrement geek ce que je vais dire, mais ce sont de bons personnages pour un jeu vidéo. On prend vraiment plaisir à les voir évoluer d'un jeu à l'autre, et c'est un vrai plaisir de voir un de ces titres arriver par chez nous. D'une manière ou d'une autre, évidemment, il y a tout le culte autour de Phoenix Wright qui est très intéressant. Et petit à petit, le personnage évolue. On fait toujours la même chose, c'est ce qu'on peut reprocher à ces titres. Ils sont très répétitifs, mais néanmoins, ils sont rares dans le monde, on va dire, occidental. Et donc, je ne peux que vous les conseiller. On va peut-être faire un petit roll call des gens qui ont bossé dessus. On remarquera les graphics leads de Shuichi Muramoto sur la plupart des titres, la musique de Noriyuki Iwadare et Akimi Mimura, et surtout les scripts de Shu Takumi, comme je l'ai déjà dit. Vous devriez essayer, pour peu que vous aimiez lire déjà, et que vous ayez besoin de vous remettre en anglais, ce serait pas mal. Essayez-le, c'est vraiment très bien pour ce que c'est. Il nous reste un jeu à voir en notre compagnie dans ce 7e épisode de Push Start. J'ai décidé de vous parler de World Heroes, un jeu de Kenji Samawatari. Un jeu donc qui est développé par Alpha Denshi, édité par SNK, le tout sur Neo Geo en 1992. Alpha Denshi Corp, aussi connu sous le nom de ADK, ce sont les jeux Magician Lord, Ninja Commando et Twinkle Star Sprites dans le genre. Là, nous avons un espèce de professeur à la Emmett Brown, d'ailleurs, je pense, s'appelle Doc Brown, qui vous dit qu'il faut utiliser la Time Machine pour aller dans le temps, se battre contre des gens forts, et ces gens forts sont issus de l'histoire du monde, c'est-à-dire deux ninjas, Bruce Lee, Jeanne d'Arc, Gengis Khan, Hulk Hogan, un nazi, et Rasputin. Le nazi est bizarre parce que il y a des pouvoirs à la Vega, à la Dalsim, et le tout comme un personnage de JoJo's Bizarre Adventure, vous vous souviendrez peut-être de ce manga, et de Stroheim. D'ailleurs, je reviens un peu sur Splatterhouse. Dans Splatterhouse aussi, le personnage principal ressemble pas mal à un personnage de JoJo's Bizarre Adventure. C'est drôle. Je me suis rendu compte que maintenant. Alors, bizarrement, les personnages sont des archétypes. Non, c'est pas bizarre. On est en 91, en 92, c'est la pleine vague Street Fighter. Sont donc des archétypes à la Street Fighter, mais mélangés. Rasputin est probablement le seul personnage original, car en plus de puissantes projections et d'un Lariat à la Zangief, il a des pouvoirs de boule de feu. Là, vous voyez le Ryu du jeu, Hanzo, basé sur Hattori Hanzo, le personnage traditionnel japonais. D'ailleurs historique, si j'ai bon souvenir. Haha. Comme vous le voyez, c'est l'un dans l'autre un clone de Street Fighter. C'est un clone de Street Fighter bizarre, c'est un clone de Street Fighter et de Street Fighter 2 simultanément. C'est-à-dire que comme dans Street Fighter, au plus on appuie longtemps sur un bouton, au plus le coup donné est puissant. Et comme dans Street Fighter 2, on a un Shoryuken. Vous voyez d'ailleurs le dragon. Le Dragon Punch est vachement repompé ici. Enfin, toujours est-il que c'est un jeu et que bizarrement il fonctionne assez bien. Il y a peu de combos, il y a peu de mouvements spéciaux. Ça veut dire que le jeu est très simple et qu'on peut très aisément rentrer dedans. Pour moi qui ne suis pas une bête en jeu de baston, ça m'arrange. L'un dans l'autre, j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Et il faut dire que si le titre a assez mal vieilli, on peut pas le lui reprocher. Il est quand même encore relativement bon. Du moins, il est historiquement intéressant. Et en fait, question gameplay, il se tient plutôt bien. Et puis après, dans quel jeu est-ce qu'on peut voir Gengis Khan foutre une branlée à un nazi, je veux dire. C'est un sacré foutu petit plaisir. Quoique, la situation évolue, c'est dangereux. Hop, hop, hop.
Toujours est-il qu'il me reste quelques secondes pour vous dire au revoir et à bientôt sur www.pushstart.be, l'émission vidéoludique au goût unique qui ne parle donc que de jeux vidéo.